à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de la répartition des portefeuilles pour Benyamin Netanyahou qui s'adonne au jeu des chaises musicales dans la formation de la coalition. Le 33e gouvernement israélien qui sera présenté au milieu de la semaine à la Knesset. Ce sera l'objet d'une analyse de Dror Even-Sapir. Mais pour l'heure, place à l'actualité avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. Des manifestations en Égypte suite aux 24 condamnations prononcées sur le procès du drame du match de foot de Port Saïd. Effectivement, 2 manifestants ont été tués au Caire dans de nouvelles violences après un verdict confirmé concernant le procès du drame du match de foot de Port Saïd. Un tribunal de Port Saïd siégeant au Caire pour des raisons de sécurité a confirmé 21 condamnations à mort prononcées en janvier et annoncé 24 condamnations à des peines de prison, dont 5 à perpétuité ainsi que 28 acquittements. Au Caire, des supporters du club d'Al-Ahly, dénonçant des peines trop clémentes et l'acquittement de plusieurs policiers, ont incendié un club de la police et le siège de la Fédération égyptienne de football. En Syrie, à présent, le secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, a salué la libération des 21 observateurs philippins de l'ONU, capturés mercredi par des rebelles dans un village du sud de la Syrie et arrivés dans l'après-midi en Jordanie. Dans un communiqué, Ben Ki-moon a fait part de sa reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à cette libération en toute sécurité et a appelé tous les Syriens à respecter la liberté de circulation du personnel des Nations Unies. Ils sont arrivés en Jordanie, ils sont maintenant sur le sol jordanien, c'est ce qu'a déclaré peu auparavant le porte-parole du gouvernement jordanien, Sami Mehta. En Israël, à présent, l'armée israélienne a renforcé sa présence à la frontière israélo-syrienne afin de parer à toute situation, afin qu'il s'agisse d'un afflux soudain de réfugiés, d'une attaque frontale syrienne ou encore d'infiltration terroriste. Les rebelles syriens ont menacé de reprendre le Golan en réponse à cette présence militaire accrue. La garde rapprochée des ouvriers qui construisent la barrière de sécurité a également été accrue. Et toujours en Israël, marathon des discussions pour Netanyahou. Samedi soir, les négociations se sont poursuivies toute la nuit. L'accord final sera très certainement signé en début de semaine. Benyamin Netanyahou présentera son nouveau et 3e gouvernement juste avant que son délai n'expire, avec entre autres Yair Lapid au Trésor et Naftali Bennett au ministère de l'Industrie. Le leader du parti orthodoxe Shas, Eli Ishai, a prédit de nouvelles élections d'ici moins de 2 ans. Les partis religieux, pour la première fois depuis près de 30 ans, siégeront donc dans l'opposition. Shimon Peres a rencontré vendredi le président français François Hollande à l'Elysée dans le cadre de sa tournée européenne. Les chefs d'État se sont entretenus de la problématique reconnaissance du Hezbollah comme une organisation terroriste, mais également du possible renforcement des sanctions contre le programme nucléaire iranien. Shimon Peres a également invité François Hollande à se rendre en Israël, même si aucune date n'a pour le moment été fixée. Barack Obama se rendra, lui, bien en visite officielle en Israël d'ici la fin du mois, même en l'absence d'accord d'une coalition gouvernementale. À la tête de l'État hébreu, c'est ce qu'a annoncé un porte-parole du président des États-Unis. Nous y allons, a affirmé Josh Earnest, expliquant que Barack Obama se réjouissait de pouvoir s'adresser directement aux Israéliens. Des rumeurs d'une annulation du voyage de Barack Obama en Israël, le premier depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2009, étaient apparues en raison de l'apparente difficulté du Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, a formé une coalition 6 semaines après la victoire serrée de son parti de droite aux élections législatives. La Maison-Blanche n'a pas communiqué officiellement les dates du voyage d'Obama au Proche-Orient. Le dirigeant est également attendu à Ramallah et en Jordanie. Toujours à propos de Barack Obama, le président a réitéré samedi sa volonté de dialoguer avec les républicains pour sortir de l'impasse politique au Congrès sur la dette et le budget américain. Le budget national devra être amputé de plus de 1000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années et de 85 milliards tout de suite. Barack Obama, qui n'a eu de cesse d'accuser les élus républicains d'obstruction systématique, a engagé cette semaine une nouvelle stratégie en allant à la rencontre de ses rivaux politiques et aborder avec eux les sujets qui fâchent comme les coupes budgétaires, la réforme sur la législation des armes à feu ou de l'immigration. Au Venezuela, à présent, l'élection présidentielle provoquée par le décès d'Hugo Chavez aura lieu le 14 avril prochain au Venezuela. C'est ce qu'a annoncé samedi la commission électorale. La commission a annoncé sa décision au lendemain des obsèques du président Chavez, décédé mardi dernier d'un cancer. Le chef de l'État par intérim, Nicolas Maduro, désigné implicitement par Chavez comme son successeur par favori du scrutin face à Enrique Capriles, le candidat de l'opposition de centre-droit battu par le défunt président en octobre dernier.
Uhuru Kenyatta, poursuivi par la justice internationale pour crimes contre l'humanité, a été proclamé samedi vainqueur de l'élection présidentielle au Kenya. À l'issue de 5 jours de dépouillement laborieux, le président de la commission électorale Isaac Hassan a indiqué samedi que Uhuru Kenyatta avait recueilli 50,07%, quelques 12,3 millions de suffrages exprimés, soit 8400 voix de plus que le seuil nécessaire pour éviter un second tour rendu face à Raila Odinga. Ce dernier est largement distancé avec 43,3% des voix. Raila Odinga, son rival, a décidé de saisir les tribunaux. On termine avec du football. Le PSG, essoré par des semaines chargées, a eu besoin d'un grand Ibrahimovic pour enchaîner contre Nancy 2-1 samedi lors de la 28e journée de Ligue 1, 3 jours après sa qualification mercredi en quart de finale de la Ligue des Champions. Merci Elsa pour ce point sur l'actualité. Et nous sommes à présent en ligne avec Zvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël au Caire. Bonjour. Alors, la situation est extrêmement tendue en Égypte. Le nouveau verdict et le jugement a confirmé après les émeutes meurtrières au stade de foot de Port Saïd. Je vous attends et pas. pourtant, les manifestations... Vous ne m'entendez pas? Non. Zvi Mazel, un petit incident technique, on y revient dans quelques instants. On revient sur ce titre, cette actualité qui a dominé l'actualité en Égypte donc ces dernières 48 heures, des violentes manifestations au Caire, mais également à Port Saïd, de nouvelles violences après un verdict donc confirmé concernant le procès du drame de football à Port Saïd. On revient avec Monsieur Zvi Mazel. Est-ce que vous nous entendez cette fois? À peine. Non, on ne peut pas. Non. Non. Manifestement, l'incident technique demeure. Pas de possibilité donc d'être en ligne avec Zvi Mazel. On y reviendra dans quelques instants. On va parler pour l'heure de politique et se concentrer sur la coalition israélienne. Dror Even Sapir, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, Yair Lapid s'est battu, on peut le qualifier ainsi, ces 10 derniers jours, pour le ministère des Affaires étrangères. Il ne l'a finalement pas eu. Pourquoi est-ce qu'il a perdu finalement ce bras de fer avec Benjamin Netanyahou? Écoutez, c'est bien simple. L'alliance avec Naftali Bennett qui lui a permis d'obtenir une grande partie des choses qu'il exigeait, à savoir un gouvernement sans les partis ultra-orthodoxes, et bien cette alliance était bonne pour ce genre de revendication, mais elle ne l'était plus pour la revendication d'Yair Lapid d'obtenir le ministère des Affaires étrangères, puisque Naftali Bennett et son parti, très proche du milieu des implantations, auraient vu d'un mauvais œil un Yair Lapid, plutôt classé au centre, voire au centre-gauche, diriger la diplomatie israélienne, avec tout ce que cela implique, Nathalie, concernant, bien évidemment, le processus de paix. Donc l'alliance Bennett-Lapid, eh bien, elle a tenu un certain nombre de semaines, mais concernant cette revendication-là, elle n'avait plus lieu d'être. Et puis une autre raison aussi dont il faut parler, c'est la crédibilité de Yair Lapid. Yair Lapid avait basé toute sa campagne, vous vous en souvenez, sur le désarroi des classes moyennes en Israël, avec ce slogan en hébreu, « Efo HaKesef », où est passé l'argent, hein? Où est passé l'argent? Lorsqu'on est ministre des Finances, on peut savoir où est l'argent. Lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères, comme il le voulait auparavant, c'est un petit peu moins le cas. Et il va devoir justement répondre à cette question. Alors justement, il y a peu, Yair Lapid affirmait avoir la carrure aux prochaines élections de prendre la place du Premier ministre israélien. Son défi aujourd'hui, c'est de tailler à sa mesure finalement le portefeuille des Finances. Quelle chance a-t-il d'en réchapper? On sait que c'est un poste particulièrement périlleux. Alors c'est un pari risqué, Nathalie, puisque on sait que les caisses de l'État ne sont pas vides, mais il y a quand même un déficit important dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines. Les recettes fiscales sont moins importantes que prévu, donc Yair Lapid va devoir pratiquer, si sa nomination au ministère des Finances se confirme, des coupes sombres dans certains budgets. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Est-ce qu'il va pouvoir, avec une situation économique, un contexte économique aussi délicat, pouvoir satisfaire les exigences des classes moyennes dont il se veut le véritable champion? Et la question reste ouverte. Et puis, il faut insister sur un point qui est intéressant. C'est la première fois depuis les années 80, je crois, que le ministère des Finances est confié à un membre d'un parti politique qui n'est pas le parti politique du Premier ministre
en l'occurrence Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou, dont on sait à quel point il s'intéresse aux questions économiques. Est-ce qu'il va, comme il l'a fait d'ailleurs avec le ministre des Finances sortant, Yuval Steinitz, qui lui était du Likoud, Benyamin Netanyahou intervenait régulièrement, s'impliquait d'une manière très intense. On décrivait Yuval Steinitz, l'ancien ministre des Finances, comme la marionnette de Benyamin Netanyahou. Est-ce que c'est ce qui risque de se passer cette fois-ci avec Yair Lapid? On a plutôt du mal à y croire. Non, probablement pas, tout simplement parce que Yuval Steinitz était un membre du Likoud dénué de soutien politique. Et Lapid a derrière lui un parti fort de 19 députés, le plus grand parti de la coalition après le Likoud. C'est considérable, il peut menacer, si les choses se passent mal, de quitter la coalition, et là la coalition n'aurait plus lieu d'être. Dror, un chiffre, 40 milliards de déficit budgétaire à combler. Quelles sont finalement les chances de Yair Lapid de réussir à concilier le pragmatisme nécessaire en ce genre de situation, pragmatisme économique, avec les revendications sociales et les promesses qu'il a faites notamment au cours de sa campagne? C'est l'exercice de haute voltige auquel Yair Lapid va devoir se livrer au cours des années à venir. Ce ne sera pas facile, ce sera d'autant moins facile que Yair Lapid n'est pas quelqu'un qui a une formation d'économiste, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans les médias. Contrairement à son compère Naftali Bennett, il n'a aucune expérience d'une gestion d'entreprise ou d'une gestion de société. Donc a priori, il est peu qualifié pour ce genre de poste. Tout va dépendre, Nathalie, des personnes qui vont le seconder au ministère des Finances, notamment de l'identité du futur directeur général du ministère des Finances. C'est un poste clé, c'est un poste important. S'il va réussir à s'entourer des bonnes personnes, il pourra peut-être faire un bon travail, mais encore une fois... Les bonnes personnes qui restent tout de même un portefeuille peu enviable au niveau voilà, des annonces à faire à la population, peu populiste en tout cas, on le lui a reproché au cours de sa campagne. Alors le ministère de l'Intérieur, c'est un autre poste clé, il a été confié en tout cas pour l'heure à l'ancienne maire d'Herzliya, Yael German, ou à celui de Dimona, Meir Cohen. Est-ce qu'on peut considérer cette nomination comme une deuxième victoire de Yesh Atid sur le parti Shas ultra-orthodoxe qui jusqu'alors était à la tête de ce portefeuille? Oui, probablement. Confier le ministère de l'Intérieur à l'une des personnalités du parti de Yair Lapid, le Yesh Atid, c'est véritablement, on va assister à un changement de politique du tout au tout, parce que Eli Yishai à la tête du ministère de l'Intérieur, Eli Yishai du Shas, avait une politique qu'on pourrait qualifier de très rigide, notamment sur la question des travailleurs immigrés ou des travailleurs étrangers. C'est une question centrale en Israël, sur la question de la nationalité israélienne, à qui on peut l'attribuer, avec des personnes comme Meir Cohen et plus encore, si c'est Yael German, vous savez peut-être, Nathalie, a fait ses premières armes politiques dans un parti de gauche, dans le Meretz. Donc Yael German au ministère de l'Intérieur, c'est peut-être la promesse d'une politique en matière de citoyenneté, en matière de nationalité, beaucoup plus libérale que celle à laquelle on avait assisté au cours de ces dernières années. On parlait il y a quelques instants de populisme. Alors le Trésor et l'Intérieur, les impôts et les flux migratoires, finalement, ce sont les dossiers les plus impopulaires. Est-ce que c'est un choix courageux de la part du parti centriste ou un piège savamment préparé par le Premier ministre Netanyahou? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être effectivement une marque de courage de la part de Yair Lapid et de ses partisans. Ça peut être également un piège tendu par Benyamin Netanyahou. C'est ce qu'écrit d'ailleurs ce matin dans le Maariv l'un des principaux analystes politiques du pays, Shalom Yerushalmi. Shalom Yerushalmi a écrit que Benyamin Netanyahou a confié deux ministères clés à ses deux rivaux, le ministère des Finances à Yair Lapid, celui de l'Industrie et du Commerce à Naftali Bennett du parti Abait Hayoudi, et ce sont les deux ministères qui auront le plus de poids pour les éventuels changements sociaux. Vous savez, vous vous rappelez, il y a un demi-million de personnes environ qui sont descendues dans les rues au cours de l'été 2011 pour exiger des changements sociaux. Si le tandem Lapid-Bennett réussit, Benyamin Netanyahou pourra se targuer de les avoir nommés. Si le tandem Lapid-Bennett échoue, Benyamin Netanyahou pourra le leur reprocher. Donc on verra cela d'ici quelques mois. Une autre élection d'importance, c'est l'élection du président de la Knesset qui va survenir dans les jours à venir, se dérouler dans les jours à venir. Deux candidats, Reuven Rivlin, l'ancien président de la Knesset, et puis l'ancien ministre de l'Information et de la Diaspora, Yuli Edelstein. Alors concrètement, ce poste, il signifie quoi ?
C'est un poste crucial, pour gérer la vie parlementaire israélienne. Donc on souligne pardon, que Reuven Rivlin et Yuli Edelstein, deux membres du Likoud pour la Knesset donc. Deux membres du Likoud, mais des membres du Likoud qui représentent des tendances tout à fait opposées au Likoud. Reuven Rivlin, c'est, si vous voulez, le dernier représentant du libéralisme à la Jabotinsky, à la Begin. C'est un homme qui est un partisan du Grand Israël, c'est un idéologue de la droite israélienne, mais c'est aussi un démocrate, un libéral jusqu'au plus profond de son âme. Il a été notamment très apprécié par les partis arabes, en dépit de ses opinions politiques, puisque Reuven Rivlin mettait un point d'honneur à respecter les temps de parole et les droits des députés représentants la minorité arabe en Israël. Yuli Edelstein, c'est tout à fait une autre école de pensée. Yuli Edelstein, qui est un ancien refouznik issu de l'ancienne Union soviétique, il habite dans l'une des implantations des territoires administrés. Yuli Edelstein est quelqu'un de plus à droite, pourrait-on dire, que Reuven Rivlin. En tout cas, il représente plus ce qui est le Likoud actuel, un petit peu plus religieux. C'est un homme pieux qui porte la kippa et un petit peu moins soucieux, je dirais, du libéralisme qui était celui du Likoud il y a encore quelques années. Dror, autre représentation, des caricatures, des dessins de presse, je sais que vous en êtes friands. On en a retenu deux aujourd'hui, l'une dans le quotidien Haaretz, l'autre dans Yediot Achronot. Elles vont s'afficher sur vos écrans. Alors voilà, à Haute-Sar, la chaise du ministère du Trésor avec une épée en haut, celle sûrement de Damoclès, sur la tête de Yair Lapid. Voilà, et Benyamin Netanyahou qui propose à Yair Lapid de s'asseoir sur cette chaise avec une épée au-dessus de sa tête. Ça correspond tout à fait, Nathalie, à ce qu'on vient de dire, à savoir que véritablement être ministre des Finances dans le contexte économique actuel, c'est un pari risqué qui peut coûter à Yair Lapid sa popularité si effectivement il échoue ou si il est obligé de prendre des mesures impopulaires. Autre caricature, celle de la cérémonie qui s'annonce. Je vous propose de la regarder. Alors là, c'est la répartition. Dror, je vous propose d'expliquer vous-même, avec votre connaissance de l'hébreu, le lien qu'il y a entre tik, un sac, et tik, un portefeuille ministériel. Oui, c'est le même mot, tout simplement. Tout simplement, tik qui signifie sac et qui signifie donc effectivement, en l'occurrence, portefeuille ministériel. Benyamin Netanyahou les distribue. On voit les prétendants qui font la queue avec Yair Lapid. Et Benyamin Netanyahou qui donne à Yair Lapid un sac qui ressemble fort à Yuval Steinitz, le ministre sortant des Finances, si je ne m'abuse. Et derrière Yair Lapid dans la queue pour obtenir les principaux portefeuilles ministériels, on reconnaît Naftali Bennett, on reconnaît également Moshe Ya'alon, dont on n'a pas parlé. Moshe Ya'alon, Nathalie, ce sera probablement le prochain ministre de la Défense. C'est un poste clé en Israël. Un poste qui manifestement a fait sa satisfaction. Il y a d'autres déçus. Ce sera l'objet d'une autre émission. Merci Dror d'avoir été avec nous ce matin dans notre matinale. Et on va parler d'autres dessins, mais cette fois-ci des dessins plus engagés. Une exposition en Israël au musée de Holon. Une exposition pas tout à fait comme les autres. Vous allez voir, les œuvres viennent de Syrie. Et puis, ce sont des œuvres des artistes qui ont décidé donc de mettre en avant leur rébellion contre le pouvoir de Bachar el-Assad. Des dessins engagés, reportage de Joachim Toiti. Voici près de 2 ans qu'en Syrie, l'armée d'El-Assad massacre sa propre population dans une indifférence politique et médiatique internationale assourdissante. Longtemps écrasés par un régime dictatorial, les voix des opposants tentent de se faire entendre par tous les moyens possibles. Et ces appels à la liberté sont arrivés jusqu'en Israël, où la galerie du département de communication visuelle de l'Institut technologique de Holon accueille une exposition inédite intitulée « Le peuple syrien connaît la voix ». Celle-ci présente au public israélien des affiches réalisées dans la clandestinité par un collectif d'artistes syriens œuvrant pour la révolution depuis la Syrie mais aussi depuis l'étranger. Même si le conflit en Syrie menace de déborder sur le sol israélien, le lieu de cette exposition a de quoi étonner. Nous savons bien qu'il y a un conflit entre l'État d'Israël et la Syrie, ainsi que l'ensemble du monde arabe. Mais nous avons osé cette initiative car une véritable tragédie se déroule aux yeux de tous, juste de l'autre côté de la frontière. Et le monde reste muet, comme à son habitude. Posters et modèles pour pochoirs mêlant références historiques, dessins artistiques, graphismes et slogans politiques. Tout ici est disponible sur Internet où ces images circulent librement
avec la bénédiction de leur créateur, pourvu qu'elle puisse servir la révolution, notamment dans les manifestations. Les artistes syriens ont refusé de cautionner officiellement cette exposition, mais leur accord tacite aura suffi pour se lancer. Ces artistes sont très prudents, ils restent dans l'anonymat et c'est difficile de les joindre. Ils utilisent des pseudonymes. Internet, c'est leur unique moyen de diffusion. Un des slogans dit « Du sang, c'est du sang ». Que faut-il qu'il arrive de pire encore pour qu'on comprenne que le sang humain ne connaît pas de hiérarchie? C'est un message intéressant pour nous comme pour eux. Espérons que cela amènera à une prise de conscience. À Holon, en Israël, chercheurs et étudiants dépassent l'hostilité foncière de leurs voisins pour contribuer à la diffusion d'un cri d'alarme adressé à l'humanité. Nous sommes à présent en ligne avec Zvi Mazel. Nous avons tenté de rétablir la communication. Zvi Mazel, est-ce que vous m'entendez ? Toujours pas, manifestement, les problèmes techniques perdurent. Alors on va refaire un point sur les titres de l'actualité de ce matin et 2 manifestants qui ont été tués au Caire dans de nouvelles violences après un verdict confirmé concernant le procès du drame du match de football de Port Saïd au tribunal de Port Saïd. Siégeant au Caire pour des raisons de sécurité, un tribunal qui a confirmé 21 condamnations à mort prononcées en janvier dernier et annoncé 24 condamnations à des peines de prison, donc 5 à perpétuité, ainsi que 28 acquittements. Et sachez qu'au Caire, justement, des supporters du club Al Ahly dénonçant des peines trop clémentes et l'acquittement de plusieurs policiers ont incendié un club de la police et le siège de la Fédération égyptienne de football. L'actualité, c'est également en Syrie. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué la libération des 21 observateurs philippins de l'ONU capturés mercredi par des rebelles dans un village au sud de la Syrie, arrivé dans l'après-midi en Jordanie. Dans un communiqué, Ban Ki-moon a fait part de sa reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à cette libération en toute sécurité et a appelé tous les Syriens à respecter la circulation et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies. Et puis l'actualité également au Kenya, à présent, à l'issue de 5 jours de dépouillement plutôt laborieux, le président de la commission électorale, Isaac Hassan, a indiqué hier que Uhuru Kenyatta avait recueilli 50% des quelques 12,3 millions de suffrages exprimés, soit 8400 voix de plus que le seuil nécessaire pour éviter un second tour rendu face à Raila Odinga. Ce dernier est largement distancé avec 43% des voix. Il a d'ailleurs décidé de saisir les tribunaux. Voilà donc pour l'actualité, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain 8h30 heure israélienne, 7h30 heure de Paris. Excellente journée à vous. D'ici demain, portez-vous bien.